Bonjour tout le monde, dimanche 29 mars 2020, on est au 13e jour du confinement lié au coronavirus. Je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, et on en est au chapitre 15. On attendit à la porte du grand magasin, car on savait qu'on n'allait pas se montrer d'une grande utilité pour acheter un cadeau pour ma mère. La mort assura à Sophia que le rayon des cadeaux était suffisamment prêt pour qu'elle échappe à une mort brutale. « Si vous vous trompez, je vous tue !» dit Sophia, les lèvres retroussées comme un employé d'une société de recouvrement qui vient pour un dernier appel. Nous nous tenions là, devant le magasin où, en période de Noël, des universitaires russes surqualifiés jouaient, le visage fatigué et inexpressif, une musique d'élite dont les mélancolies touchaient suffisamment un passant sur 50 pour que celui-ci jette quelques pièces dans leur étui à violon, à violoncelle, à trompette ou à balaïlaka. Il ne va rien arriver à ma mère si on débarque là-bas tous ensemble, si ? La mort. Non, pourquoi il lui arriverait quelque chose ? Moi. Parce que tu es la foutue mort, peut-être ? La mort. Ah, ça oui, non, elle ne figure pas dans mon livre. Et elle ne va sûrement pas me prendre dans ses bras pendant plus de 3 minutes dès la première fois. Moi. Ne figure pas dans ton livre ? La mort. Pourquoi tu te comportes de manière si grossière avec moi, au fait ? Tu crois que ça m'amuse, tout ça ? Bon, ok, peut-être que ça m'amuse. Mais dans les 100 dernières unités de temps, qui ne sont probablement pas beaucoup plus longues que les 100 unités de temps que tu as ici, ça s'est toujours passé comme ça. Je vais quelque part parce que je sais qu'il faut que j'y aille. J'explique le truc des 3 minutes, ça se lamente, ça pleurniche, ça gémit de temps en temps, ça remercie, et puis on part ensemble. Jusqu'à la porte du bordel. Je peux déjà m'estimer heureux quand on me donne la main. Et puis je m'éclipse, on y retourne, en avant, au suivant. Et à présent, je suis ici, je n'ai pas la moindre explication, je n'ai pas la moindre idée de pourquoi. Je ne sais pas ce que je suis censée faire ici, je ne sais pas ce que je fais ici, j'ai seulement quelques règles en tête. Je ne sais pas comment, et je ne sais pas depuis quand. C'est comme pour toi. Qui sait que tu ne pourras jamais résoudre un conflit, mais que tu préfères 10 fois de suite prendre la fuite et trouver refuge dans le football, et que tu as de sérieux problèmes pour ouvrir la porte quand ça sonne. Ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça, mais le pourquoi n'a aucune importance. Moi. Comment tu sais que... Oh, allez, arrête un peu, je sais tout sur les gens que je viens de chercher. Tu ne sais pas comment, tu en sais seulement l'existence. Et l'être a un tel poids que la raison pour laquelle un tel est devenu ce qu'il est devenu n'a plus le moindre intérêt pour moi maintenant. Pourquoi je suis là à papoter avec toi ? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que ce n'est pas bon signe. Comme si d'un seul coup je me retrouvais au chômage. Et pourtant, je suis le sujet principal des films que vous faites, des livres que vous écrivez, des tableaux que vous peignez. Et tu me demandes pourquoi quelque chose figure sur mon livre ? Je peux simplement dire que je sais que ta mère vivra plus longtemps que toi. Et je sais que Sophia vivra plus longtemps que toi, du moment qu'elle ne m'en lasse pas. Et je sais que quelque chose est allé de travers, autrement je ne serais pas ici. Qu'on discute de mon travail quelque part en coulisses, et que quelque chose d'énorme arrive vers nous à grande vitesse. Mais en attendant que ça arrive, et avant toute chose, en attendant qu'on sache ce que c'est, pourquoi ne pas boire du café et porter un t-shirt vert ? Demanda la mort avant de s'examiner en tournant sur lui-même devant la vitrine du grand magasin. « Ça me va vraiment bien, dit-il. » Moi. « Tu sais et tu connais vraiment tout sur tout, non ?»« On fait ce qu'on peut, dit la mort avec une excitation ostensible. »« Le bien et le mal, demandai-je. »« Et même toi. » Chapitre 16. Sophia sortit de la porte tournante, chargée de 2 sacs en plastique, et passa devant nous, et dit « Hurrah, je suis encore en vie !» On la suivit. En bas du pâté de maison, jusqu'à la prochaine station de tramway. On vit le tram gravir la légère côte, et on se mit à marcher plus vite. Le feu au croisement passa au rouge, et le tramway entra dans la station. Les portes s'ouvrirent, et les masses humaines en sortirent, conscientes de la direction où leur quotidien allait les porter. On regarda comme il fallait, à gauche et à droite, comme nos parents nous l'avaient gravé 100 fois dans la tête, et on traversa la rue, en sprintant malgré le feu encore rouge. On se fraya un chemin au milieu de la marée humaine qui formait comme un bouchon et entravait notre rapidité. À éviter sans cesse, à gauche et à droite, les passagers qui descendaient, notre troupe scellée par le destin dansait vers le tramway qui devait bientôt nous emmener à la gare centrale. Les portes menaçaient de bientôt se fermer avec une sonnerie qui se répétait. Sophia et la mort traversaient la porte d'un bond devant moi quand j'entendis une voix derrière moi. « Eh, ça voulait dire quoi ce qui s'est passé hier ?» Derrière moi se dressait l'homme du bar hier, et il me retenait fermement par le bras. J'étais trop surpris et trop pacifique pour me libérer de sa poigne. « Je paie quand même pas à boire à votre copine tout le temps pour que 2 types comme vous la raccompagnent chez elle. En plus, ton pote m'a piqué un billet de 50 dans mon sac. » Moi.
Ce que tu prétends est faux, et c'est sur tellement de points que je n'ai vraiment pas le temps de les analyser un à un. Lui. Je veux qu'on me rende mon billet de 50. Moi. C'est pas une pute alcoolo. Lui. Hein, quoi? J'avais pour moi l'effet de surprise de l'expression inconnue. Tu ne peux pas attendre en contrepartie une contrepartie en échange des verres que tu lui payes. C'est déjà bien assez d'honneur qu'elle prenne le temps de boire avec quelqu'un, dis-je, et je sentis une flamme minuscule se mettre à vaciller légèrement en entendant son nom. Sophia est vraiment une fille géniale. Quand on vit longtemps au même endroit, on a tellement assimilé les petits détails du quotidien que le corps réagit de manière tout à fait automatique. Par exemple, mon corps avait assimilé les portes du tramway qui se fermaient au 7e bip. Alors mon pouce accéléra quand les pompes hydrauliques des portes automatiques sifflèrent lorsque le signal retentit pour la 7e fois. Je pris soudain conscience que le tramway qui était sur le point de partir allait parcourir à peu près 500 mètres jusqu'à la station suivante et que ces 500 mètres allaient décider de ma prétendue vie et de ma mort programmée. La mort et Sophia me regardèrent, formant en même temps un O avec leur bouche à travers les vitres des portes en train de se fermer, au milieu desquelles les 2 lèvres en caoutchouc de l'encadrement de la porte s'embrassèrent. Le tramway démarra. Lui. Tu vois là, hein? C'est cool d'être seul comme ça, hein? Moi aussi, je connais ça d'hier soir. Tout à coup, ça sentait très fort le cocktail de discussion et de baffe que je n'avais pas eu le temps de boire. Je plongeai ma main dans la poche avant gauche de mon jean, j'en sortis les billets soigneusement pliés ensemble et je calculai que ça devait faire à peu près 35 €, tandis que je me rappelais combien de discussions pénibles j'avais déjà eues avec ma mère sur le fait qu'il n'était pas prudent de garder l'argent en vrac dans sa poche de pantalon. Discussion qui jusqu'ici s'était prolongée dans le temps sans interruption pendant 2 décennies. Durant cette période, ma mère s'était faite forcer sa voiture et voler le porte-monnaie qui était à 2 reprises. On lui avait volé 3 fois le contenu de son sac à main, et un jour, elle avait égaré son liquide dans un manteau de fourrure, et le dernier jour dans l'histoire du monde où on avait encore le droit de porter un manteau de fourrure. Lorsqu'elle voulut, des années plus tard, envoyer son manteau en Roumanie, sans doute le seul endroit sur Terre où on pouvait envoyer tout ce dont on n'avait plus besoin pour se sentir mieux, elle m'appela et me dit fièrement « Devine un peu ce que je viens de retrouver. Mon porte-monnaie, dans mon manteau de fourrure. Je l'avais bien dit que rien ne se perd ici. Et toi, tu gardes sûrement encore ton argent dans la poche de ton pantalon, je me trompe ?» Il est intéressant de remarquer qu'on ne m'avait encore jamais rien volé pendant cette période. En revanche, son portefeuille avait dû survivre à un changement de monnaie dans l'obscurité d'un manteau de fourrure. Entre-temps, la carte d'identité était arrivée à expiration depuis 3 ans, et des mythes avaient grignoté les photos de ma scolarité. Mais ma mère était toujours convaincue que c'était un péché de garder de l'argent dans la poche avant de son pantalon. Moi. J'aurais bien aimé avoir plus de temps pour te régler ton compte, mais il faut vraiment que j'y aille. Je pressai mes billets dans la main de l'homme ahuri de la veille, je me mis à courir et je criai encore à la silhouette de mon adversaire qui commençait à rapetisser. « Le reste viendra plus tard, espèce d'idiot !» Et je pouvais le voir lever le poing. Et je vis la mort et Sophia quitter le milieu du tramway et se faufiler au travers des passagers, jusqu'à la vitre arrière, pour pouvoir me garder dans leur champ de vision, alors que je me lançais dans ma course pour la vie jusqu'à la prochaine station. Le tramway émit un bruit électronique dont la fréquence montait dans les aigus à mesure que la vitesse augmentait. Les 20 premiers mètres étaient encore faciles, je n'avais qu'à descendre le quai en courant jusqu'à une barrière rouge et blanche sur laquelle on voyait un homme schématisé avec des bras écartés, encadré dans un rond rouge. La phrase « Si rouge est le rond, point ne joue au con » résonnait dans ma tête. Souvenir des méthodes peu orthodoxes de mon père pour m'initier aux règles du code de la route. Je franchis le barrage d'un bond et je regardai, dans une séquence muette au ralenti, le tramway s'éloigner de moi en prenant toujours plus de vitesse. Le sac de sport que j'avais placé en bandoulière me tapait les fesses à intervalles réguliers, ce qui non seulement rendait la course difficile, mais la ralentissait aussi considérablement, et ça me rappelait une fois de plus à quel point je détestais la course à pied. Pousser de nouveau mon vieux cœur à une pulsation s'élevant à 3 petits chiffres me parut tout à fait opportun, compte tenu du fait que c'était ma vie qui était en jeu. Je poursuivais à présent le tramway sur ses rails, et de cette manière je pouvais le voir s'éloigner toujours davantage de moi. Je tentais de rassembler toutes mes connaissances en physique pour deviner quelle partie des rails il ne fallait pas que je touche, pour ne pas être aussitôt grillé par 50 000 volts. Mais pourquoi devais-je avoir peur de mourir d'une décharge électrique quand la mort en personne, passablement effrayée, était en train de me regarder courir par la vitre arrière d'un tramway, sa tête ne cessant de rapetisser à cause du tramway qui s'éloignait de plus en plus de moi. Je fis ce qui me parut le plus logique dans cette situation, et j'associai le plaisant au désagréable. Je me laissai aller aux caprices de mon cerveau, je trottinais à pas légers et précis sur les traverses du tramway, et je m'amusais à imaginer que les graviers entre les traverses étaient des crocodiles qui me mordraient les pieds, si jamais je touchais simplement le lit de ballast. Un sentiment d'apaisement provoqué par le sport submergea mon cerveau grâce à un des meilleurs jeux du monde,
à la beauté d'autant plus grande que c'était de ma vie qu'il s'agissait. Et tandis que je courais, je pris soudain conscience d'une chose. Ma vie avait un sens. Et ce sens, c'était de ne pas mourir alors que je courais après la mort. Je pouvais voir au loin Sophia crier quelque chose au visage de la mort. Et je voyais les brins d'herbe sur les voies tenter de vaincre les rails, et je me demandais comment les gars du service de nettoyage des voies mettaient chaque fois un terme à ce combat permanent de la chlorophylle contre l'acier. Je voyais à droite le palais de justice de notre ville, qui avait dû être moderne un jour, mais qui maintenant n'était plus rien d'autre qu'un endroit bâti pour le règlement des conflits, des disputes et des tensions entre les hommes. Et je voyais l'ombre de la partie la plus élevée de ce bâtiment se coucher sur la route, et les rails le long desquels j'étais en train de courir, formant avec eux un angle à 90 degrés parfait. Le soleil devait éclairer le bâtiment par derrière, car je franchis d'un bond le trait séparant l'ombre du soleil, et on aurait dit que je traversais une frontière. Ça passait. Le soleil nous réchauffa, mon corps et moi, à la seconde où je fis ce pas. Tout comme on sent sans le remarquer quand un cumulus voile le soleil, mais qu'il est ensuite lentement poussé à travers le ciel, par la force thermique, jusqu'à ce que le dernier bord du nuage couvre encore le soleil. Et comme peu de temps après, un rayon de soleil se bat avec force pour se frayer un chemin jusqu'à la terre et réchauffe tout. Mes pieds faisaient pat 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 sur les planches épaisses des rails, et mes bronches se donnaient toutes les peines du monde pour aspirer suffisamment d'air dans mes poumons, juste pour que je puisse accomplir les pas suivants. Les gens qui pratiquent un sport vivent plus longtemps. Cette expression revêtait à cet instant plus de sens que jamais. Le tramway ne cessait de rapetisser sous mes yeux, et les têtes minuscules de Sophia et de la mort ne pouvaient que se deviner grossièrement. 400 mètres, la distance sacrée des pistes de tartan des stades allemands. Je voulais vivre. Pas parce que la vie était si belle que ça, mais par bravade. Vivre plus longtemps que ce que je ne sais quel groupe métaspirituel de planification de la durée de vie avait apparemment prévu pour moi. Vivre plus longtemps que ces 2 personnes de mon cercle de connaissances mortes avant même que j'aie atteint mes 18 ans. Vivre plus longtemps, simplement pour ne contraindre personne à décider s'il devait venir à mon enterrement ou pas. Était-ce déjà une expérience de traversée du tunnel ? En tout cas, c'était une expérience limite très physique, car je cherchais en haletant et pourtant je n'en avais jamais eu assez. Et je courais, et je sentais mon jean devenir un peu humide sur mes fesses, parce que quelque chose avait dû s'écouler dans le sac de sport. Et je me suis rappelé que je m'étais promis une fois de tout emballer dans des sacs plastiques quand je voyageais, afin que le genre de choses qui se passaient ici ne puisse justement pas arriver. Et les automobilistes me dévisageaient, alors que je reprenais contre mon gré mes exercices de fitness, et certains klaxonnaient, d'autres avaient abaissé leurs vitres et criaient en rythme « Hé, 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 hé !» D'autres encore me regardaient et cherchaient ensuite du regard des policiers imaginaires, car cette situation où je cavalais du mieux que je pouvais en suivant les rails leur semblait si suspecte que seul un policier pouvait y mettre de l'ordre. Et puis, le tramway s'arrêta à la station suivante, et je pus voir le wagon et les visages de la mort et de Sophia reprendre peu à peu leur taille. Je courus et je plongeai sur le quai situé au milieu de la voie, et je me frayai un passage au milieu des gens qui descendaient du tramway. Quelques ados de 17 ans particulièrement comiques qui avaient suivi ma course ambitieuse me braillèrent un « Waouh !» Dans un dernier effort, je passai ma 2e jambe devant la barrière photoélectrique de la porte du tramway. Chaque cellule de mon corps cherchait de l'air, de la sueur jaillissait de tous les pores de mon dos, de mon front et de mes mollets. Phénomène que ma mère a toujours désigné par l'expression « mijoter dans sa soupe ». Arrête de mijoter dans ta soupe, là, et commence par te laver. Je tentais de prendre une attitude détachée en rejoignant lentement mes 2 partenaires. Je posai mon sac, et je m'accrochai à une des barres, en affectant un air détendu, tandis que je regardais en arrière la distance que je venais de parcourir et que je haletais comme une de ces locomotives à vapeur qu'on mettait sous pression dans les vieux westerns pour gravir une montagne qui paraissait infranchissable. Sophia. Merde, c'était vraiment moche à voir. Moi. Oui, dans la lutte pour survivre, l'esthétique fait exceptionnellement une toute petite pause. Ça, il faut bien le reconnaître, et la mort me donna une tape sur l'épaule. À bout de souffle, je bafouillai. La compassion est une monnaie, et chez vous, c'est l'inflation en ce moment. La tête que tu avais, Sophia riait. Tu avais l'air d'un cochon en train de fuir le boucher. Sauf qu'il courait après son boucher, en fait, dit la mort. Vous êtes vraiment d'incroyables enfoirés tous les 2, dis-je. Et un profond apaisement m'envahit. Cet apaisement qu'on apprécie quand on vient de faire du sport, et qu'on doit s'avouer que ces idiots avaient quand même parfois raison. Un esprit sain dans un corps sain. Le cynisme est comme un serpent à sonnette qui chaque jour se mord lui-même légèrement pour se défoncer un peu plus avec son propre venin, pour se sentir ivre,
et qui sait pourtant qu'il finira par causer sa propre mort. Et je me disais qu'il nous venait des comparaisons sacrément débiles quand on souffre de manque d'oxygène. Tous les deux me souriaient de toutes leurs dents d'un air soulagé. Je ne souriais pas. C'était la deuxième fois en 24 heures que j'échappais à la faux de la mort. Et pourtant, ils semblaient étrangement soulagés. On passa encore 3 stations, avant d'arriver enfin à la gare centrale. La suite, demain.